Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste, putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prix Mac Chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune, vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux macroniste. Ah ça c'est de la chanson comme on aime ici. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste,
faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de playback chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. Ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux macroniste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici. Ah. Dis, père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours ou presque à la nuit. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste. Tu t'accroches, tu t'enquistes. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Et salut, c'est la rue de presse du monde moderne, on the move, sur la route, comme on dit. J'espère que ça va bien, que vous êtes bien réveillés. Alors oui, j'ai le ton jaune, j'ai l'air fatigué, il n'y a pas tous ces effets du studio du monde moderne, évidemment. J'espère que le son est bon, au moins, que l'image va à peu près. Est-ce que ça va? Je vais pas parler trop fort. Alors, ils auraient dû choisir des fourches pour les mascottes. Oui, on va parler des mascottes qui sont quand même assez incroyables. The Fridge, les Fridge. Ce sont des bonnets phrygiens. Certains y ont vu des clitoris et c'est très bien d'ailleurs. Et puis, on va parler également, mais je ne montrerai pas les images, de l'émission de Cyril Hanouna d'hier, Une indignité. C'est-à-dire que le mec a fait un procès, mais un procès de l'Inquisition à Louis Boyard, qui n'était pas sur le plateau, pour dire que c'était vraiment un merdeux, que c'était un salopard, qu'il l'a insulté, que oui, il s'en voulait un peu, mais en fait non, qu'il a eu raison. Et t'avais tous les chroniqueurs, de Franck Tapiro, un ami de Nicolas Sarkozy, en passant par Éric Nolot, tout le monde était là pour faire de la lèche à Cyril, en disant « Cyril, t'as eu raison, Cyril, t'es le meilleur, Cyril, t'es trop beau ». Et je vais pas mettre l'extrait, vous savez quoi? Parce que quand je mets un extrait de cette
émission Touche pas à mon patron, eh ben, YouTube me dit qu'il y a une violation des droits de propriété, des droits d'auteur. Voilà, parce que c'est le groupe Canal+, ils font très attention à ce qu'on ne mette pas leurs petites émissions un peu partout pour en parler. Donc j'en parle, je ne le montrerai pas, je vous invite pas à regarder cette émission, elle était proprement scandaleuse. Mais ça montre finalement ce qu'est ce plateau, de la flagornerie, une sorte de mini-secte autour de la personnalité de Cyril Hanouna qui est là pour prêcher la bonne parole de Saint Bolloré et tout simplement au nom du profit, de l'audience. Alors l'audience ici, c'est les modernos, on est beaucoup plus à l'étroit, on est bien, on est dans une petite boutique artisanale de fabrique de l'information. Ici on se respecte, ici on rigole, ici je pense qu'on a quelques valeurs autres que celles proposées par Hanouna et ses bouffons. Donc voilà, je vous épargne la diffusion. Merci à tous d'être devant votre ordinateur, votre téléphone portable, ou bien avec les oreillettes au travail, partout, dans le métro. Oui, j'éternue, je suis pas malade, mais j'éternue. Qu'est-ce que tu veux? Non, arrêtez avec le Covid. On va en parler du Covid, parce que figurez-vous qu'on est 8 milliards. Est-ce qu'on peut tenir à 8 milliards? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Alors vous allez voir, beaucoup de questions se posent sur cette masse humaine. Qu'est-ce qu'on va en faire Une fois qu'ils seront totalement transparents, qu'ils n'auront plus rien mais qu'ils seront heureux, qu'ils auront leur passe climatique, leur passe carbone, leur passe PCR, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Rien. Aussi peut-être un gros gâteau, une grosse galette de chair. Et puis on la fera cuire je sais pas où. Et puis il y en a qui la mangeront pendant que les autres mangeront des insectes. Peut-être, un truc du genre. Enfin, l'émission était incroyable. Oui, vous avez regardé pour décrypter la propagande et c'est proprement scandaleux. Je crois qu'Arrêt sur Image va inviter Louis Boyard vendredi. Moi, ce soir, je serai à l'émission populaire, l'émission de la France Insoumise, pour parler des médias, justement. J'en parlais hier matin sur Ligne Droite. Ce soir, ce sera sur l'émission populaire pour expliquer, justement, cette fabrique du consentement, cette chaîne de l'enchaînement, finalement, cet outil du fascisme contemporain, comme le disait Pasolini. Qu'est-ce que c'est que ça, les masses médias? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc rendez-vous ce soir, je crois que c'est 18h30 ou 19h, l'émission populaire, voilà. En tout cas, nous sommes plus de 1000 ce matin, ça commence bien. N'hésitez pas à partager le lien de cette revue de presse, à en parler autour de vous, bien sûr, à faire en sorte que des gens s'informent autrement, se disent que finalement, on peut s'informer, rire, tout ça, sans être violent, sans insulter, sans avoir cette haine des gens qui sont du mauvais côté, c'est-à-dire qui ne sont pas macronistes ou multimilliardaires. Voilà, je pense que ça fait du bien. Je vous remercie à tous aussi pour vos messages de soutien, après la vidéo que j'ai faite pour la mise au point sur l'article de Libération. Mes amis, vous, les modernos, tous qui êtes là pour comprendre en fait comment ça fonctionne et puis qui défendez notre travail ici au Monde Moderne. Je dois vous dire merci. Merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Débit de Boisson qui prend un nouvel abonnement, 10 mois d'abonnement. À ceux qui sont fidèles depuis le début, à ceux qui nous rejoignent en cours de route, à ceux qui disent Bajned sans savoir ce que ça veut dire et qui demandent tous les matins mais qu'est-ce que ça veut dire Bajned? Et à vous tous les modernos qui gentiment expliquez à ces nouveaux ce que veut dire le Bajned. Voilà, donc un grand merci vraiment à vous tous. Voilà, j'ai pas autre chose à dire qu'un grand merci. Et j'espère qu'on va se rencontrer lors des événements qu'on va organiser, puisqu'on va organiser des événements du monde moderne dans la vraie vie. Ça me paraît important qu'on puisse aussi se voir pour parler, échanger, au-delà de cet échange par caméra qu'on fait à 9h ou presque tous les matins, ou presque. Voilà. Donc après la séquence émotion, la séquence je recrache mon café. Vous êtes prêts? Allez, on commence. On commence avec Le Parisien aujourd'hui en France, un journal qui appartient à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, le sponsor de Emmanuel et Brigitte Macron, les Français les plus chics et les plus beaux, et les plus intelligents du monde. Oui. Et donc, dans ce canard, on va parler des 8 milliards d'humains. Un défi pour la planète. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce que la planète ne va pas craquer sous le poids de cette boule de chair humaine? Est-ce qu'il ne faudrait pas manger les humains? Est-ce qu'il ne faudrait pas les décimer? Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de faire des bébés? Autant de questions, dont la réponse est non, évidemment. Mais quand même, c'est un défi quand même, puisqu'on n'a jamais été aussi nombreux. Alors, il y a bien sûr beaucoup plus de surmulots à Paris, mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, le surmulot n'a pas été choisi pour faire la mascotte des JO. Non, ils ont choisi un clitoris qui s'appelle le frige. On en parlera également tout à l'heure, et non pas le frigide. Attention, on pourrait se tromper.
8 milliards de terriens, est-ce vraiment vivable? C'est la question que nous pose le Parisien aujourd'hui en France. L'humanité franchit ce mardi un seuil et devrait atteindre 10 milliards d'habitants d'ici à 2050. Alors hier sur BFM, il y avait une émission, c'était 2050, où tu avais Bruce Toussaint qui s'était déguisé en vieux et qui avait invité Elisabeth Borne, qui s'était déguisée en Elisabeth Borne. Et du coup, il parlait de la planète en 2050. J'ai pas regardé, je sais pas si vous avez regardé. C'était téléfiction mouton. C'était un peu nouveau pour BFM de faire ce genre de truc. Ils savent plus quoi faire, mais en tout cas, c'est assez merveilleux. Il y a peut-être des images, j'en ai pas non plus. J'ai pas envie de partager en fait les trucs de télémouton, sauf quand c'est un politique qui parle et qui dit une énorme connerie. Mais là, c'était assez, assez terrible de voir le jeu en fait, de se dire mais qu'est-ce qu'ils vont inventer après? Qu'est-ce qu'ils vont inventer? Où on en est? 2005. Alors apparemment c'est un format qui existe aux États-Unis, donc c'est simplement une petite façon de s'en inspirer. Hanouna, je sais pas si ça existe aux États-Unis. Je crois pas. Je crois que c'est l'exception culturelle française ou l'exception inculturelle française. C'est un truc de dingue. Le petit chéri, c'est un truc de dingue. Oh la dark. En tout cas, est-ce vivable? Oui, c'est vivable, bien sûr. 10 milliards, par contre, on ne sait plus. Parce que les émissions de CO2 explosent. Les famines ne cessent pas. La planète va-t-elle résister à une telle surpopulation? Le mot est lâché, surpopulation. Ça y est, le moment malthusien arrive, nous sommes trop nombreux, il va falloir manger des insectes, il va falloir arrêter de surproduire des humains, on ne sait pas quoi en foutre, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour le moment, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est un peu un dilemme, c'est un peu terrible. Conscient que les États les plus développés ont une dette écologique à l'égard de la planète, parce que c'est eux qui ont fait plein de carbone pendant la révolution industrielle. Ouh, ouh, méchant, c'est eux qui ont tué les baleines aussi pour faire de l'huile. Vous vous rendez compte, l'humain, quand même, cette crasse que c'est, quoi. C'était la baleine, un truc comme as, et tu tuais le machin pour faire de l'huile, pour, s'éclairer, parce que t'avais... Et après, heureusement, on a trouvé le pétrole, ça a un peu sauvé les baleines. Mais bon, et maintenant, c'est le lithium. Vous allez voir, le lithium, c'est un peu la nouvelle ressource qu'on n'a pas, donc il va falloir essayer de trouver du lithium. On ne sait pas comment, mais il faut trouver du lithium. Certains jeunes en viennent aujourd'hui à s'interroger sur leur désir d'enfant. 37% des Français âgés de 16 à 25 ans hésitent à l'idée d'en avoir, explique Théo Verdier, auteur d'une enquête sur l'éco-anxiété pour la Fondation Jean Jaurès. Alors l'éco-anxiété, c'est le truc qui fait que tu as peur parce qu'il y a le réchauffement climatique. Donc tu as peur. Donc tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Rien, en fait, c'est pas grave. Le monde a toujours été une boule d'incertitude, l'humanité court à sa perte, mais c'est normal. Et c'est pas grave, on invente des dieux, on en récupère des nouveaux, et puis on fait un truc, on se fait des guerres, entre-temps on mange des trucs qui nous passent sous la main, on trouve des nouvelles ressources pour inventer des nouveaux moyens de locomotion, on s'habille différemment avec des vestes à carreaux ou bien des toges, mais ça reste l'humain, faut pas s'inquiéter, c'est pas grave, ça va passer. Ça va très bien se passer d'ailleurs. Donc non, ils veulent plus. 37% des 16-25 ans qui pensent que c'est pas une super idée de faire un enfant. Ils se demandent s'ils pourront le faire vivre dans ce monde-là et s'ils ne participent pas à accroître leur propre empreinte carbone en créant un autre être humain. Alors pendant ce temps-là, de l'autre côté de la planète, les gens ne se posent pas la question, comme ils n'ont pas de retraite, ils font beaucoup d'enfants pour essayer de survivre dans un monde incertain, et là, ils ne se posent pas la question de la trace carbone. Donc effectivement, en termes de démographie, là, on va avoir un petit problème, si ça se passe comme ça, entre des gens qui font beaucoup d'enfants dans des pays qui sont climatiquement condamnés, et des gens qui ne font plus d'enfants dans des pays où, de toute façon, ils sont tellement neurasthéniques qu'ils prennent des cachetons dès la naissance. Bon, ils ont plusieurs doses de vaccin, donc ça va, ils sont protégés de nombreux virus. Vous allez voir, on va parler du virus également. Mais là, il y a un vrai hiatus démographique, il y a un truc très bizarre. Il faut arrêter d'avoir peur, en vrai. Les jeunes, arrêtez d'avoir peur. Comme le disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Hein, c'est un pape qui disait ça, il savait de quoi il parlait. N'ayez pas peur. Mais de quoi? Voilà. Accuser l'homme au lieu du système, c'est balèze. Ouais, c'est les bébés le capital. Non, bien sûr, le problème, c'est le problème de la surproduction, c'est le problème aussi de la famine. On est incapable de s'organiser pour fournir à manger et un toit à 8 milliards d'êtres humains. Donc forcément qu'à 10 milliards, ça ira encore moins bien si on continue avec ce système qui est un système de gâchis, qui est un système d'exploitation et qui est un système dangereux, et pour nous et pour la planète. Mais bon. La peur paralyse, ça. Visiblement, oui.
Dans un monde où la culture du consumérisme est valorisée, où les pays riches polluent et les pays pauvres trinquent, il va falloir que les premiers apprennent à se serrer la ceinture et à vivre plus sobrement. Voilà la conclusion de l'article. Donc en gros, c'est toujours la faute de vous, la classe moyenne, de nous les riches, parce que même si on est pauvre en France, on est les riches de quelqu'un. Eh bien, il va falloir apprendre à vivre sans viande, sans voiture, sans chauffage, sans pull, sans chemise, sans pantalon. Et ce soir, nous irons danser, nous n'aurons plus rien, mais nous serons heureux. Voilà. C'est le plan, hein, c'est un peu le plan. Alors, je ne pense pas que ça va bien se passer, hein, cette idée de la privation, de se serrer la ceinture et de la sobriété, ça risque d'être extrêmement compliqué. Sobriété quand on vit dans des passoires thermiques et qu'on va demander maintenant des impôts, des taxes pour essayer d'isoler des logements qu'on ne pourra pas isoler parce qu'on n'a pas l'argent pour les isoler, tout simplement. Ça va rendre les choses encore plus compliquées, sans compter, bien sûr, ces millions d'êtres humains sans travail qui vont aussi essayer de voyager d'un point à l'autre de la planète pour trouver du travail, là où déjà le chômage de masse. Je vous peins un portrait assez noir, mais il faut voir la débilité du système. Et donc, peu importe la frugalité, la sobriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire la décroissance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est l'idée de produire moins, d'arrêter de gâcher, d'arrêter de jeter de la bouffe, par exemple. Ça, c'est dingue. Mais on continue de jeter de la bouffe. Alors moins, hein, on a commencé à faire des filières de recyclage, d'arrêter de vouloir absolument vendre de la bagnole et d'empêcher les gens qui ont des vieilles voitures de rouler avec parce qu'elles polluent. L'idée, c'est qu'ils rachètent des nouvelles voitures électriques. Là encore, nombreux n'auront pas les moyens, sans compter qu'il n'y aura pas assez de lithium pour faire des voitures pour tout le monde. Donc le plan est clair, vous roulerez en trottinette pour ceux qui auront les moyens de se payer une trottinette. Pour les autres, vous mangerez du carton et tous les soirs, vous regarderez Télémouton, heureux de voir Saint-Cyril Hanouna vous donner la bonne béquette de vomi qui vous permettra de tenir dans un monde incertain et climatiquement dangereux. Bon, tout ça, évidemment, il ne faut pas le prendre au sérieux. Donc, je suis des cailloux, perso, je suis content. Très bien, très bon exemple. Voilà, on a un bon élève. Je tiens à ce que vous preniez tous exemples sur Biquet de Clash. Merci Biquet de Clash de montrer l'exemple à la classe. Bravo, bravo. Il faut savoir que quand même, ils sont en train de préparer des taxis volants pour les JO. Vous en parlez dans le chat à l'instant, c'est vrai. Donc, vous avez une société verticale qui est en train de se mettre en place physiquement, pas seulement symboliquement, sur les très très riches, les 0,1% et la masse, hein, qui va être soumise à toutes sortes de brimades et de mesures coercitives, et les autres qui vont s'envoler dans les airs pour éviter de vivre au niveau du sol où ça va puer le vomi et où ça va s'entretuer parce qu'il n'y aura pas le choix. C'est un mode brésilien, c'est assez terrible. Alors, des cailloux bio, on espère. Des cailloux sans gluten, attention, Biquet de Clash. Hein, faut pas déconner avec les cailloux. Attention, j'espère que c'est des cailloux français également. Hein, pas déconner avec les cailloux. Caillou président. Oh, vous allez voir, on peut en faire des trucs. On peut en faire des trucs avec un caillou. Pas déconner. Un caillou, c'est déjà une première pierre à l'édifice. Un petit caillou, ce petit caillou dans la chaussure. Bref, je divague, mais voilà, la sobriété est toujours là parce que nous sommes 10 milliards et qu'il va falloir se serrer la ceinture. Et comme on est 8 milliards, de nouvelles pandémies sont à craindre. Oh bordel de merde, dis-moi que c'est pas vrai. Si, le Covid, c'était qu'une mise en bouche. C'était pour voir si le plan pandémie fonctionnait. Si on pouvait foutre les gens chez eux, leur faire une auto-attestation de sortie, si on pouvait fermer les rayons jouets, dire aux gens qu'ils devaient boire leur café debout, faire en sorte que sur la plage, il fallait des plages dynamiques. Bon, c'était un grand test grandeur nature pour voir comment on était con et jusqu'à quel point. Ça a formidablement marché. Donc ils se sont dit, s'il y en avait d'autres, ah mais non, mais c'est pas un plan, c'est juste que potentiellement pourrait y en avoir d'autres, parce que des virus, il y en a plein, il y en a environ 10 000, dont certains qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient être pathogènes pour l'homme. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg, souligne Jean-Michel Clavry, qui remarque que si le Covid-19 a mordu sur le taux de mortalité au niveau de la population mondiale, cela ne dépasse pas l'épaisseur du trait. On ne parle pas là d'une pandémie qui a tué énormément. Alors le Covid a tué, hein, il faut penser bien sûr à ceux qui ont perdu la vie à cause de ce virus de merde, il faut penser à ceux qui ont le Covid long, à ceux qui sont malades, à ceux qui ont peur, à ceux qui vivent maintenant dans une peur panique de l'autre, masqués, gel hydroalcoolisé quotidiennement, loin du monde, qui ont finalement eu une anxiété telle que maintenant l'autre était la peur. Hein, c'est une xénophobie du nombril, hein, de l'autre, vraiment. Il faut penser à tous les gens qui ont été ravagés psychologiquement, il faut penser, voilà. Donc, mais sur la mortalité, Jean-Michel Clavry remarque que ça a mordu le taux de mortalité
ça ne dépasse pas l'épaisseur du trait. Le VIH, le virus du sida, qui était hébergé par les grands singes, abattu par des braconniers, est lui un virus infiniment plus retors et dangereux. Pendant des années, il a été à l'état rampant, puis un jour, il s'est mis à tuer, et on n'a toujours pas de vaccin. C'est incroyable. Alors que rappelez-vous, au début de ce vaccin miracle contre le Covid, on parlait déjà d'un vaccin VIH qui allait sans doute arriver grâce à la merveilleuse technologie ARN. Bon, autant le vaccin Covid a été très rapidement fait, incroyable d'ailleurs, autant sur le VIH, on attend toujours. Voilà. Ah non, mais ça c'est dingue, Étienne qui dit que votre fils a culpabilisé pensant que c'était de sa faute, qu'il aurait pu contaminer sa mère. Enfin voilà, tout ça, ça a été terrible. Donc rassurez-vous, d'autres pandémies sont à prévoir, malheureusement. Et vous allez voir pourquoi. Parce que on est trop nombreux. Donc il y a une proximité dans des centres urbains qui font en sorte d'être de plus en plus grands, qui vont trop vite en fait. Et donc il n'y a pas d'urbanisation. C'est un merdier sans nom dans les pays en développement. Et la proximité avec des zones de déforestation, donc des zoonoses qui peuvent exister. Alors, l'homme contaminé par l'animal, oui, ça s'est probablement produit avec le SARS-CoV-2 et les chauves-souris. C'était pas les pangolins? Non, parce qu'il faudrait savoir quel animal est à l'origine de ce virus. L'homme, le rat de laboratoire. Ah, non, ça c'est une théorie totalement complotiste, monsieur. Non? Le virus n'a pas été fait en laboratoire du tout. C'est une chauve-souris, un pangolin. Il y a un pangolin qui a mangé une chauve-souris. Il y a une chauve-souris qui a mangé ses crottes de nez. Non, c'est pas ça. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il y a eu le virus H1N1 à partir d'élevage de volailles. Combien sont-ils du genre serial killer à rôder? Dans le cadre du projet One Health. One Health, c'est grâce à eux qu'on a le Covid. C'est eux qui financent des biolabs de niveau 4 où les mecs font n'importe quoi, ils font des paellas, ils font de la choucroute, et puis après ils font des cultures. Oh, bah, attends, c'est le virus, ça déconne pas. Ah, mais je voulais mettre de la sauce piquante, moi, sur mon M. Ah, mais trop tard. Jean-Luc, il tousse, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la sauce NEM. Ah, c'est des labos super équipés, c'est super sécurisé. Alors, dans le cadre du projet One Health, merci à vous, les Américains ambitionnent de les répertorier, tous, oui, mais ramener en laboratoire un virus prélevé dans le milieu sauvage ou dans le permafrost dont on ignore tout du potentiel létal, est-ce raisonnable, s'interroge-t-il. Alors la réponse est non. Non, et c'est encore moins raisonnable de faire des stratégies d'augmentation de fonction des virus. C'est encore plus con. Donc si tous les gens, là, du monde, tous les gens qui travaillent dans des laboratoires à l'augmentation de fonction de virus pouvaient arrêter tout de suite. Merci, c'est tout. Voilà. Un serial killer. Un serial killer. La fausse question. Est-ce que c'est bien raisonnable? Bah écoute Jean-Claude, non. Non, Jean-Claude. Non, c'est pas raisonnable de tremper son M dans le bouillon de culture où on a mis un virus qui est issu du permafrost dont on ne connaît pas la létalité. Non, Jean-Claude, ce n'est pas raisonnable de faire cuire ta choucroute dans la salle de labo où les gens sont en combinaison NNBC. Non, c'est pas raisonnable, Jean-Claude, de sortir avec ta petite gamelle et d'aller fumer ta clope alors que tu as encore ton costume imbibé de virus augmenté. Non, Jean-Claude, ce n'est pas raisonnable. Il faut arrêter ça tout de suite, Jean-Claude. Putain. 99% de probabilité d'une fuite du labo de Wuhan, officielle aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on en a peu parlé. Et puis, l'OMS qui a fait l'enquête, en fait, n'a pas pu faire l'enquête, puisque les Chinois ont tout fait, et One Health également, pour que la vérité ne sorte pas. Et on ne sait toujours pas d'où provient ce bon virus du Covid-19. Et ils sont déjà en train de parler de nouveaux virus de merde. Alors Jean-Claude, arrête s'il te plaît de bouffer de la cuisine du monde dans le labo P4. Merci. Mais les mecs, c'est ça l'histoire de l'humanité. Techniquement, est-ce qu'on peut faire une grosse connerie? Oui. Est-ce que c'est bien de le faire parce que techniquement on peut le faire? Bon, on peut essayer pour voir. D'accord. Ok, on essaye alors. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est faire un M à la choucroute. Bah vas-y Jean-Claude, on te regarde. Voilà. Ah, mais c'est dingue. Enfin voilà. Donc vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'une nouvelle pandémie. Covid-19 parce que découvert en 19. Adrien Quatennens, un retour compliqué à l'Assemblée. La NUPES divisée sur le retour d'Adrien Quatennens au sein des rangs de cette formation politique. Alors chez la fille, on veut qu'il revienne. Sandrine Rousseau pense que c'est un peu prématuré, surtout qu'il va y avoir une journée contre les violences faites aux femmes.
Et donc, il ne faudrait pas qu'il revienne. Pour les socialistes, c'est silence gêné, tout le monde ne sait pas quoi faire. Adrien Quatennens a repris la parole lors de l'effondrement des immeubles à Lille ce week-end. Il est prêt à revenir pour le travail parlementaire, évidemment, soutenu par ses camarades de la France Insoumise. Pour le reste de la NUPES, c'est un peu... on va voir quand est-ce qu'il peut revenir, sachant qu'il y a toujours Damien Abad, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et ça, un député socialiste explique dans l'article que c'est un peu plus gênant quand même. Mais voilà, il y a eu donc un comité qui s'est penché sur la question de savoir s'il devait revenir. Un qui est parti, c'est Gérard Collomb. Rappelez-vous, il était parti en expliquant que de la France qui vit côte à côte, bientôt il y aura la France qui vit face à face. C'était un discours glaçant, hein, où il remet les clés du ministère de l'Intérieur et il se barre pour essayer de récupérer la mairie de Lyon. Raté. Et là, il a expliqué que, quand même, hein, Macron lui a fait des sales coups, comme tout le monde. Hein. Bon, les mecs ont mis longtemps à comprendre que Macron était là pour te faire des sales coups, c'est son métier. Hein. Il est l'entourloupe. Oh, c'est l'air sympa, mais en fait, tiens, et ouais, tourne-toi, s'il te plaît, tourne-toi, voilà. Voilà. Ça fait mal, hein. Ouais, c'est un petit vaccin, c'est rien. J'ai raté l'épaule. Je l'ai mis entre les deux épaules. C'est pas grave. Voilà. Donc Gérard Collomb s'est fait tuer par Macron, il n'a pas récupéré la mairie de Lyon, donc il est très fâché, et là il explique qu'il était contre la politique d'accueil du gouvernement de faire des centres d'accueil à Toulon, que c'est n'importe quoi, c'est une improvisation, que c'est dangereux pour la France, et la Macronie en a marre de Collomb qui commence à raconter un peu trop comment ça fonctionne la Macronie, c'est-à-dire avec un chef qui décide de tout et qui dit ta gueule quand t'es pas d'accord, hein, c'est monsieur démocratique. Après, il fait des vidéos YouTube. Posez-moi vos questions, je vais répondre à tout. Pourquoi t'as viré Gérard Collomb? C'est pas une question, ça. C'est pas viré, il est parti tout seul. Bon, et alors, regardez. Et là, tu vois que empathie et Macronie, c'est deux thèmes antinomiques, en fait, qui ne peuvent pas se rencontrer jamais. Gérard Collomb est désormais loin des instances du pouvoir et malade. Il a annoncé en septembre dernier se battre contre un cancer. Il y a sans doute un peu de frustration qui s'exprime, grince un ex-fidèle. Alors il cède à un exercice habituel chez ceux qui ont quitté la vie publique. Le commentaire. Quoi, ce vieillard Kakoshim est malade, ose commenter la gloire du jeune président Macron? Excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais... Ah là 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 là. C'est dingue. C'est dingue. C'est triste. Donc voilà, courage à Gérard Collomb. C'est bien qu'il commence un peu à ouvrir sa gueule. C'est le cas de Cécile Duflot aussi, qui sur Twitter a expliqué que Macron est un énorme hypocrite, qu'on n'a rien à foutre du climat, qui est même ultra réac et qui s'il pouvait chauffer au fioul, rouler en bagnole en diesel et boire du pétrole le matin, il le ferait tellement il aime ça. Et elle a dit, il y en a marre, parce que maintenant il fait croire qu'il est champion de l'écologie alors qu'il en a rien à battre. Cécile, bravo, tu deviens féroce. Je suis fier quand les gens deviennent féroces, je suis très content des gens qui deviennent féroces. N'hésitez pas à devenir féroce, c'est un truc, ça fait du bien en fait, quand tu balances. Tu dis, tu me fais chier, petit chef de merde, je n'obéis pas à tes ordres idiots et indignes, je ne ferai pas ce travail ce matin. Tiens, je ne vais pas te cracher à la gueule parce que ce serait m'abaisser à faire du Hanouna au travail, mais en revanche, je vais te traiter d'idiot utile. Du capitalisme, de prédation. Non, un truc du genre. Non, mais... Et je vais te mordre, tiens, voilà, je suis très féroce. Non, pas de violence, on a dit, pas de violence, on a dit. Et c'est vrai, la mascotte des JO, c'est pas une fourche, c'est un bonnet phrygien. Mais quand même, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les Jeux Olympiques, on les aura. Et l'immobilier s'effondrera. Et Paris sera tout plein de draps. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Alors, il n'y a que c'est ici des féroces. Forza féroce. Quand on voit les millions, bien sûr, dépensés, sans compter 1,5 milliard qui va être financé, qui va être donné à l'Ukraine par l'Europe par mois l'an prochain pour l'effort de guerre. Kherson a été repris, Zelensky est allé faire une vidéo, il est resté une demi-heure sur place. Certains journalistes n'ont pas pu filmer apparemment, pour ne pas donner des informations aux troupes ennemies, ça c'est la raison officielle. Et voilà, la guerre continue, alors on espère que ça va négocier sévère dans les jours qui viennent, quand même. Une nouvelle chanson, La Carmagnole, c'est pas mal. Timmy va terminer Notre-Dame. Raconter n'importe quoi, j'adore. La majorité se fracture sur la corrida, ça c'est drôle, parce que c'est un thème, la corrida... Il y en a qui aiment, il y a des aficionados, et puis il y en a qui trouvent ça stupide. Est-ce que ce monde est sérieux, hein, comme Francis Cabrel, par exemple.
Après, j'ai pas les autres paroles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde, il est... Est-ce que le... Est-ce que le... Qu'est-ce qu'il dit après? Je suis de Nîmes. Tiens, on va faire un sondage. Hop, nouveau sondage. Euh, la corrida. Est-ce que vous êtes pour ou contre, tout simplement? Et puis ensuite, on va avoir un débat sur la corrida. Voilà. Hop, c'est parti, vous pouvez voter. Pour le moment, c'est le contre qui l'emporte. Ah oui, oui, largement contre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Macronie, la majorité est divisée. Vous avez Aurore Berger d'un côté qui est contre et qui souhaiterait l'interdire tout simplement. C'est d'ailleurs Aymeric Caron qui va proposer une loi pour l'interdiction de la corrida, puisque c'est de la maltraitance animale, hein. Le taureau arrive, il est quand même... bon, il a aucune chance, hein. Rarement un torero se fait embrocher, ça arrive de temps en temps, mais globalement le taureau est déjà épuisé, il s'en prend plein la gueule, et puis après, bon, bah, on le saigne, et c'est assez violent, hein. Quand on voit les images de près des taureaux qui sont couverts de leur sang, qui sont à l'agonie déjà, c'est quand même un truc. Je comprends pas que des mecs s'habillent comme ça avec des costumes de poisson pour agiter une petite cape rouge devant. Alors, on nous dit que c'est la culture, c'est etc. Et puis vous avez Dupond-Moretti qui lui aime la corrida et qui va la défendre en expliquant qu'il y a toute une filière, hein. Il a invité des parlementaires pro-corrida avec Maria Serra qui est une torero femme bien connue, et il va essayer de défendre, hein, cette culture, cette tradition, en disant qu'il y a une vraie filière, il y a de l'emploi, il y a des compétences, il y a des savoir-faire, puis après, bah, bon, on peut manger le taureau après quand même, donc c'est une sorte de boucherie à ciel ouvert, un peu trash, un peu dingue aussi, hein. Tu te dis, ah, les mecs sont dingos quand même. C'est un gros taureau, ils sont habillés comme des drag queens, et ils dansent autour du taureau, et paf. Et après, ils le tuent avec plein de petites brochettes qu'ils lui mettent dedans. C'est un truc de dingue. Alors, sur ce qui est de la tradition, elle est assez récente. Apparemment, elle aurait été introduite par Napoléon III, puisque c'était plutôt l'Espagne, hein, qui est un pays de corrida traditionnel, des banderilles, merci, le taureau de Camargue, et on peut tout à fait garder la filière taureau sans envoyer le taureau à l'abattoir sur du sable. Voilà, enfin, après, on peut tuer le taureau, on peut le manger aussi. Enfin, voilà, contre à 90% les modernos. Alors, il y a quand même Laetitia Bell-Godert qui a beaucoup voté avec 17 700 points de chaîne. Mais il y a 614 votes quand même contre la corrida. Donc vous êtes ici majoritairement contre la corrida. C'est même quasiment un plébiscite contre la corrida, puisque 90 c'est quand même énorme. Merci à tous d'avoir participé au sondage. Moi, je pense pas que c'est nécessaire de garder la corrida. Ou alors, on peut garder la danse, mais sans mettre à mort le taureau. Je sais pas, on peut peut-être faire un truc où on n'est pas obligé de le faire souffrir comme ça, cet animal. Ou à la fin, je sais pas, on fait un petit câlin et on le relâche et il fait un truc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, qui va fracturer la majorité. Pour comprendre un peu ce qui est en jeu dans la corrida, c'est peut-être des fractures, hein, au sein de Renaissance, entre ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, tout simplement, puisqu'il va y avoir le droit des animaux d'un côté et le droit de la tradition de l'autre côté, et là c'est une fracture politique. Alors le en même temps, ça marche pas. Quand on est pour ou contre la corrida, on est soit pour, soit contre. Et là, ça va être compliqué de faire c'est deux autres, mais ils en parlent pas. Et Macron, t'en penses quoi de la corrida? C'est un truc que j'aime, mais que j'aime pas, tu vois. C'est un truc, ouais, parce qu'il y a, tu vois, c'est compliqué, quoi, tu vois. Ouais, t'es vraiment une maltringue, en fait. C'est un gros mot, ça, attention, c'est de la diffamation. Mais non, mais je parlais ça amoureusement, figure-toi. Ah oui, d'accord. Bon. Ah, yeah. Vous avez vu, je bois du thé ce matin, pas du café. En tout cas, pour ou contre la corrida, ça c'est un vrai débat, mais par contre, pour saper les droits sociaux en France, ça il y a du monde, hein, notamment dans la Macronie, vers une baisse des droits pour tous, hein. Les nouveaux chômeurs, l'an prochain, vont voir leurs allocations réduites à peau de chagrin, même si on parle de récession, d'inflation, d'économie qui va très mal, les projections de l'INSEE sont terribles, mais non, Olivier Dussopt est très content. Il va faire à la fois la réforme des retraites, pour que vous n'ayez plus de retraite, mais qu'elle soit quand même augmentée, comme ça, quand vous ne l'aurez plus, bah, elle sera quand même augmentée pour les gens qui auront survécu, hein, que le sort vous soit favorable, c'est les Hunger Games, et puis pour les chômeurs, démerdez-vous, c'est la merde, démerdez-vous, voilà. Donc c'est un peu ce que nous propose la Macronie, hein, de manière tout à fait sympathique.
Oui, je suis tout jaune, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas d'autre lumière. J'ai celle-là. Je sais pas ce que ça donne. C'est peut-être pire encore. Ça me fait mal aux yeux là. C'est non, c'est pas bien. Non, non, écoutez, je suis jaune. Et alors? Comme les Simpsons. Des côtelettes de porc. Incroyable. Est-ce qu'Homer Simpson aurait voté Trump, à votre avis? Est-ce que Homer Simpson est un électeur républicain ou démocrate? Est-ce qu'on a déjà eu ce débat? Je crois pas. Alors, donc voilà, c'est assez impressionnant. Il y a cette volonté du gouvernement, bien sûr, de saper les droits sociaux et de continuer, hein, même si tout va mal, parce qu'il faut faire croire que tout va bien et que la France va se remettre, enfin, elle va pas à se remettre d'ailleurs, puisqu'elle nage, en fait, elle prend la vague de l'inflation, mais beaucoup moins que les autres, en fait. Elle fait du surf, elle s'éclate. C'est Bruno qui s'éclate sur la vague de l'inflation, qui t'explique que non, on s'en tire super bien, on est des champions. On est des champions, et ça, c'est parce qu'on a le meilleur président que la France ait jamais connu, que le monde ait jamais connu. Alors avant de parler du président, on va parler quand même de la mascotte des JO. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France, dans les coulisses de la naissance des Friges. Ils s'appellent les Friges, ils sont censés représenter des bonnets phrygiens. Certains y ont vu des clitoris. Oui, alors si on regarde, c'est vrai, on peut y voir une sorte de clitoris, et c'est tant mieux, hein. On peut se dire finalement, entre la Coupe du Monde du Qatar, avec un stade géant en forme de vulve, et les bonnets phrygiens qui ressemblent à des clitoris, peut-être que les instances du sport international ont quelque chose à nous dire. Peut-être qu'il est temps qu'il y ait des jeux où les femmes soient à l'honneur. Peut-être que le monde est en train de changer sous nos yeux. Peut-être que l'univers woke est en train de prendre un tournant incroyable. Peut-être que Mickey, demain, va s'inspirer des Friges. Je ne sais pas. En tout cas, l'idée était, vous allez voir, on va rentrer dans la tête des concepteurs de cette mascotte. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Mais qui bordel a fait ça? Combien on a payé pour ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh ben vous allez voir. C'est un truc de dingue. C'est une histoire de dingue de gens qui sont payés à ça, quoi. C'est quoi ton boulot? Écoute, j'ai inventé la mascotte des JO 2024 de Paris. Alors il faut savoir que ces deux-là s'appellent R001 et R002. C'était leur nom de code secret parce qu'il fallait surtout pas que ça sorte. Il y a eu des prototypes blancs, puis ensuite ils ont fait des prototypes taille réelle, puis ils les ont fait essayer à des danseuses qui font 1m60 environ, c'est la taille de la mascotte, pour voir si dedans elles ne mourraient pas asphyxiées. Alors apparemment non, et puis il y a la question de réfrigérer le costume, puisque les JO vont avoir lieu en été, il va faire très chaud là-dessous. 3 kilos de plus pour réfrigérer le costume, mais quand même nécessaire. Et puis, question embarrassante, est-ce qu'ils vont pouvoir bouger les bras? Parce que sur les prototypes qu'ils ont montrés, le frige, globalement, il fait que ça. Il fait ça. C'est un peu comme un macroniste à l'Assemblée. Et voilà, il ne peut pas bouger les bras. Donc il va falloir articuler les bras des friges. Là encore, c'est un billet. Alors, dans 65% des cas, les mascottes des grands événements sportifs à travers le monde sont des animaux. Celle de Paris 2024 aurait pu être un chat de gouttière, une gargouille ou même un pigeon. Et pourquoi pas un surmulot, bordel? Parce que c'est quand même l'emblème de la ville de Paris, le rat. Il n'y en a jamais autant, puis c'est mignon, il y a Ratatouille, les gamins adorent. Pourquoi on n'a pas pris un surmulot? Moi je comprends pas, j'aurais direct pris le surmulot. Alors, non, la gargouille c'était sympa aussi, bonne idée, tu vois. Truc comme ça, bizarre, tu fais, oh, c'est très bizarre votre petite gargouille mignonne. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, un pigeon. Bah, en même temps, le frige a un peu une gueule de pigeon, hein. Si vous regardez, il a les mêmes yeux cons qu'un pigeon, regarde. Mais l'idée d'une énième bestiole a vite été balayée. Ah ouais, le sujet était plutôt celui du sens. Que veut-on raconter? Que veut-on faire raconter à notre mascotte? T'imagines la réunion, là, les mecs. Mais qu'est-ce qu'on veut lui faire raconter à notre mascotte? C'est vrai, qu'est-ce qu'on veut lui faire raconter? Je suis la petite mascotte. Oh, regarde, je brille dans la nuit également. Oui, je suis la mascotte des JO 2022. Je craque, pardon. Qu'est-ce qu'on veut lui faire raconter? C'est Julie Matikine, hein, qui a été à la manœuvre, hein, de l'agence Pulse, qui a fait cette magnifique mascotte. La dizaine de personnes qui a travaillé sur le sujet, ils étaient 10. Non, vous déconnez. Non, si, ils étaient 10. Et putain. Eh ben,
Ça aurait dû être Timmy la mascotte. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est notre mascotte à nous, ça. Attends, on va pas filer Timmy comme ça à droite à gauche, quoi. Non, 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 non. Mais imagine le brainstorming de l'enfer. Non, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire quand même à notre mascotte? Est-ce qu'on pourrait pas mettre une grosse poubelle? Ou une barricade de chantier, par exemple? Un vélo? Non. Un truc qui a rapport avec le sport? Non, un truc qui a rapport avec la France. Une petite tour Eiffel? Ça, je suis sûr qu'ils ont dû essayer les tours Eiffel. D'où le frige, parce que c'est la même forme que la tour Eiffel. Et ils se sont dit, non, mais la tour Eiffel, il faut payer des droits, peut-être machin, c'était génial. Bon. Footix, bon, on aurait dû ressortir Footix, je suis bien d'accord. On ressortait Footix, on lui mettait un maillot des JO et hop, hop, on économisait je sais pas combien. Les gamins étaient contents, les vieux aussi. Oh, je retrouve Footix. Ah, j'ai retrouvé mon album Panini, c'est dingue. C'est dingue, regarde, il y a Footix qui est revenu. Et là, c'était génial. Moi, je pense qu'il fallait recycler Footix. Et puis, dans un monde de la fin de l'abondance, recycler Footix, c'était pas déconnant. Hein, c'est un truc qu'il fallait faire, je pense. Et là, non, les mecs sont partis très loin. Donc, vous allez voir, ils sont partis très très loin. Ils étaient 10 pour s'enjailler, tu vois. Et donc, euh, les 10 personnes qui ont travaillé sur le sujet a souhaité qu'elle incarne l'esprit français, qu'elle porte un idéal. On est le peuple des Lumières et nos valeurs ont éclairé le monde, résume la directrice de la marque. Oui. Et donc, tu fais un clitoris avec des yeux de pigeon? D'accord. Ok, non, mais après, moi, je juge pas, hein, je suis pas créatif. Hein, non, mais. Et on n'aurait pas pu reprendre Footix? Non, parce que les gens le connaissent, Footix. C'est un mec, on a confiance en lui, tu vois. Footix, il arrive, il fait pas peur aux gosses, tu vois. Et puis, il peut bouger ses bras, puis on le connaît, quoi, tu vois, c'est Footix. Footix, il peut faire tous les sports, il n'est pas censé faire que du foot. Hein, c'est un sportif. C'est Footix, tu le déclines, hein, il fait du biathlon, il fait de la natation, il fait tout, Footix. Pourquoi on n'a pas gardé Footix? Moi, je vais faire une pétition pour qu'on vire les friges qui sont nuls et qu'on mette Footix à la place. Alors, vous allez voir, c'est compliqué parce qu'ils ont déjà lancé les chaînes de production des mascottes. Bon, ils étaient 10, hein, ils ont fait les friges. Ok. Chaque membre de la famille a sa personnalité. Bah oui, parce que l'originalité du concept, c'est que c'est un petit village comme les Schtroumpfs, vous allez voir. Dès décembre 2020, l'agence W propose aux équipes de la marque l'idée du bonnet phrygien. Le symbole de la République, celui qui figure sur les timbres et dans les mairies et sur les pièces de monnaie. C'est une évidence. Les bonnets phrygiens, symboles de liberté et de progrès, ont fait la révolution en 1789. Et en 2024, la France mènera une révolution par le sport, pointe Julie Matikine. Allô? Oui, bonjour. Oui, je voulais savoir si on pouvait récupérer le costume de Footix. Oui, non, parce que je suis pas d'accord, moi, avec les friches pour le JO 2024. J'aimerais que la mascotte du mondial revienne. Voilà. Voilà. C'est possible? D'accord. Il faut que j'appelle Emmanuel Macron. Pff, je vais voir avec lui. Bon, c'est pas gagné, hein, mais c'est impressionnant. Une révolution par le sport. Julie Matikine, merci, merci. C'est un truc incroyable. Alors, c'est pas fini, hein, vous allez voir. Donc l'idée, chaque membre de cette famille, symbole de liberté, a sa personnalité, son histoire. 2 héroïnes ont été désignées comme chefs de file, la frige paralympique. Elle est extravertie, fêtarde et un peu tête brûlée. Et la frige olympique. Elle est plus petite, prudente, réfléchie, séductrice et un peu roublarde. Non, d'accord. Et la combinaison des deux personnalités crée un équilibre, explique Julie Matikine. Et une devise, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Là, on se dit, c'est vrai que Footix, il est tout seul. Là, effectivement, il y a un argument fort pour éviter que Footix vienne foutre la merde dans les JO, quoi. Mais bon, globalement, c'est quand même. Non, c'est pas. Voilà. Donc vous avez la paralympique, qui est un peu plus grande, hein, avec sa jambe paralympique. Et puis l'autre qui est moins tête brûlée, qui est plus sympa. Hein. Et puis vous avez toute la famille, vous allez voir. Alors après, ça se décline, donc c'est comme les Schtroumpfs. Est-ce que j'ai l'image de la famille? Non. Non, putain. Ah non, j'ai pas mis l'image de la famille. Mais bon, en gros, il y en a plein. Et donc, voilà, un peu comme les Schtroumpfs, le Schtroumpf gourmand, grognon, à lunettes, les mascottes seront la frige olympique et la frige paralympique, des petits êtres rouges prêts à entrer dans le cœur des Français. Julie Matikine, qui les a couvés pendant 2 ans, s'apprête à laisser les mascottes quitter le cocon familial de Pulse. Je n'ai pas ce sentiment de me sentir orpheline du départ de mes enfants, sourit-elle. Je suis plutôt contente et fière. On les a conçus pour ça, pour qu'elles puissent faire passer leur message.
et je suis presque ravi de ne plus avoir ce secret-là à garder. Julie Matikine, super boulot que tu fais. C'est un super boulot, mais quand même, rendez-nous foutis. Le petit bonnet phrygien, mascotte des Jeux de Paris, s'apprête donc à déferler sur la France. Comme je vous le disais, on ne pourra pas faire revenir Footix malheureusement parce que la production est lancée. C'est à Gypsy et Doudou, compagnie... non, c'est à Gypsy et Doudou et compagnie, 2 compagnies françaises, entreprises, qui a été confiée la production des peluches, 60 et 40% du marché, 2 millions d'exemplaires qui vont être fabriqués d'ici les Jeux. Voilà, 2 millions de friges. Alors, vous pourrez collectionner toutes les friges, hein, il y en a plein, c'est comme les Schtroumpfs, vous pourrez les mettre sur les étagères, les mettre dans les étagères, les mettre par la fenêtre, les mettre... enfin voilà. Et donc là, ça va être assez génial. J'ai pas le prix de cette création, hein, mais globalement, je pense que ça a coûté cher. 15% des mascottes fabriquées par Doudou et compagnie, 8% du total des peluches produites, soit environ 200 000 pièces, vont être produites en France. Les autres le seront dans l'usine chinoise du groupe. Hein, mais qui répond à des normes strictes. Hein, attention. Donc c'est du made in France, made in China. Il y a environ 8% des peluches produites qui vont être faites en France. Le reste en Chine, mais avec des cahiers des charges très pointus sur les friges. Voilà. Donc voilà, vous avez tout. Chiffre d'affaires de Doudou et compagnie, 20 millions d'euros quand même. Et pour ce qui est de la création de la mascotte, le coût, j'ai pas vu, mais je pense que ça a coûté une blinde. Globalement, c'est des trucs qui coûtent une blinde. Hein. Une mascotte comme ça, c'est 150 000, 200 000, 300 000 balles. Entre le dessin, les 10 mecs qui sont autour de la table pour dire « Bon, qu'est-ce qu'on met ? On mettrait pas un plat de spaghettis ?» Et puis le mec qui a dit « Et si on faisait revenir Footix, tu sors, t'es viré. » Mais pourtant, c'était une bonne idée, moi, je trouve. Non, t'es viré, t'es vraiment qu'une merde. T'es une merde. À la Hanouna, tu vois. T'es une merde. Tu craches dans la main qui te nourrit. Casse-toi. Non, mais on est là pour inventer une mascotte, mec. On n'est pas là pour ressortir Footix des cartons. Bref, c'est assez dingue. Donc voilà, triste destin que celui de Footix, hein, oublié alors qu'on a les JO qui arrivent. Premier coup d'arrêt à la croissance des géants du net, c'est le Figaro, avec aussi cette mise en scène du rapprochement de Xi et Joe, hein, qui se sont mis d'accord pour être cool. On est cool, mec. Bon, on est cool alors. Ouais, on est cool. Donc ils sont cool. Des mecs cool. Mais bon, ils sont quand même la guerre. Et puis, affaibli en France, Macron tente de prendre de l'altitude sur la scène internationale. Il est parti avec son gros avion, hein, qui est l'avion du président de la République. Il est allé, bien sûr, parler climat. Et puis là, il est ensuite au G20, à Bali, en Indonésie. Et là, il prend de la hauteur. Il est arrivé lundi et il multiplie des rencontres avec les chefs d'État. Hey, copain, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que non, j'ai un plan pour du pétrole pas serre avec Nicolas, là, le mec de l'Amérique du Sud, là, qui a du pétrole. Maduro, voilà, c'est ça, un mec super. Mais quand on s'est croisé la dernière fois, là, quand on a parlé climat, c'est super, faut qu'on fasse un truc. Voilà, ils vont faire une déclaration commune pour condamner la Russie, bien sûr, avec la guerre en Ukraine. Ils vont se mettre d'accord pour essayer de choper du pétrole autrement, de continuer. Et puis là, il prend tellement de la hauteur, il prend tellement de l'altitude sur la scène internationale, notre président, que voilà ce qu'il a tweeté dans la nuit à Bali. Et là, tu dis non, reviens, mec. Le monde ne doit pas se diviser. 15 novembre, 6h35. Twitter for iPhone. Emmanuel Macron, President of France. Le monde ne doit pas se diviser. Ouais, t'as pris de l'altitude, toi. Et dis donc, t'as pas pris que de l'altitude, hein? Ah non, j'ai rien pris. Enfin, j'ai pris de l'altitude, quoi. Je veux dire, c'est un tweet digne d'un chef d'État, ça. Ça, c'est un tweet, tu vois, c'est... Voilà, le monde ne doit pas se diviser, ça me paraît une évidence, hein? Mais il faut le dire. Chala, c'est quand même génial. Là, le mec, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il a pris de l'altitude. Ah, vous appelez ça comme ça, vous, de l'altitude? Ok. Ah, moi, j'appelle ça de la chenouf, mais... Ah bah, chacun son truc, hein. Après, c'est peut-être un truc codé, quoi. Non, il a pris de l'altitude. D'accord, bon, bah, écoutez. Reviens. C'est quand même le mec qui disait, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Juste. Hein, et qui passe son temps à diviser, en disant, non, mais eux, ils sont pas gentils. Eux, ils sont gentils, mais pas vous. C'est dingue. Voilà. Le monde ne doit pas se diviser. Putain, et là, il est devenu Gandalf, tu vois, Macron le blanc, quoi. Chier, mec,
suis tellement fier qu'on ait ce président quand même. Non mais on le dit pas assez quoi, mais putain, j'ai une telle fierté du cœur. J'ai une telle... j'ai une telle joie en fait, quotidienne. De se dire voilà, il nous représente à l'international, il nous représente aussi chez nous, il fait les... Et puis il fait tout. Regardez, parce que... Non, mais parce que bon, le mec est entouré de mecs qui servent à rien. Il est obligé de tout faire. Seul face aux critiques, Macron se pose en ministre de l'écologie. C'est dans le Figaro. La première ministre, Elisabeth Borne, se concentre sur les aspects techniques de la transition écologique. Bon, comment on va dire aux Français qu'il faut qu'ils aient plus de voitures et qu'ils chauffent à 12 degrés et qu'ils mettent des pulls? Parce que les mamétricots sont arrivés dans le JT de 13h hier, ça y est. On en reparlera. Et son ministre est peu visible. Vous connaissez le ministre de l'écologie, par exemple? Est-ce que vous savez qui c'est? Est-ce que vous savez qui est le ministre de l'écologie? Allez, je veux des noms. Voilà. Et ben voilà. Et ben c'est à chaque fois pareil. Il n'y en a pas un qui suit. En même temps, c'est compliqué, on le voit jamais, on ne sait pas qui c'est. Évidemment. C'est Béchu, bien sûr, c'est Béchu. Et donc, Béchu, bah, voilà, tu sers à rien, toi. Hein, c'était mis là, mais c'est moi qui dois tout faire. Alors, du coup, il fait des vidéos YouTube, il répond aux questions. Comment peut-on se faire condamner 2 fois pour une action climatique tout en ayant l'audace de faire croire qu'on peut se justifier sur Twitter? Alors là, c'est une grande vidéo qu'il a fait sur YouTube où il répond. Il répond aux questions qu'il a choisies, bien sûr. Ah, bah, mais c'est pas moi, hein. Attends, moi, je suis arrivé... Vous avez tous savez, je suis champion on the earth. Voilà, je suis champion de la Terre. Voilà. Donc le mec est volontairement très mal entouré, ou alors il veut éclipser les ministres pour reprendre le truc, parce que sur le climat, il est sûr de gagner. Hein. Tout le monde est pour. Tu peux pas être contre le climat. C'est un truc... Non, mais il faut être... Voilà. C'est comme, là, il va faire une loi pour protéger les mineurs en ligne, tu peux pas être contre. Reste à savoir ce qu'il va faire, comment il va la faire, tu vois. Mais là, voilà, donc il fait tout, donc il est génial, il a pris de l'altitude. Il en prend tant qu'il veut de l'altitude, il n'y a aucun problème, il peut aller très très haut, il peut même... On est sur Twitch là, peut-être que Jeff Bezos peut le foutre dans une petite capsule spatiale, il peut prendre encore plus d'altitude, il n'y a aucun problème. L'idée c'est qu'il éclaire l'univers, c'est encore mieux, parce que je trouve que là il éclaire pas assez, donc s'il pouvait éclairer, voilà, de plus haut, pour que ça ruisselle mieux, ce serait encore mieux. Voilà. Je te jure. Et puis sinon... ça déconne pas chez LR. C'est une guerre ouverte Ciotti-Muselier sur fond d'hostilité entre LR et la Macronie. Et là, c'est quand ils faisaient les bonhommes. Ah, cette vidéo est géniale. Quoi, tu veux quoi? Tu veux le parti? Et là, c'est des bonhommes. Hein. Les mecs, c'est des bonhommes. Hein. C'est des bonhommes. Hein. Et ils se battent. Hein. Ils se battent pour vous, pour le parti, pour les républicains, pour les valeurs de la République, par exemple. Ciotti qui a quand même confondu le baptême de Clovis avec la cathédrale de Reims. Il y a juste 1000 ans qui les séparent, mais c'est pas grave, il a fait un tweet assez sympa. C'est un peu le Stéphane Bern DLR, quoi. C'est dans cette magnifique cathédrale que le jeune Clovis vit le jour et qu'il fit la première rencontre avec la mascotte des JO 2024, les Friges. Pris d'une soudaine adoration pour la peluche, le jeune roi décida de l'emmener dans sa couche. S'il te plaît, faut arrêter. C'est grave, hein. On rigole, mais c'est une guerre chez LR. C'est un truc, c'est particulièrement violent, quoi, ce qui se passe. Enfin, putain. Donc voilà. Ah, vous aimez bien Stéphane Bern, il va falloir que je rajoute une imitation, c'est ça. Putain. Ah non, mais sérieux. Donc, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Les mecs, il y a qu'eux qui se... Bon, en même temps, ça les occupe. Hein. Après, tu vas dire, c'est pas des mecs qu'on va mettre travailler à la chaîne, faire les tra-8. Hein. On va pas non plus leur filer un porte-avions ou un sous-marin lanceur d'engins. Donc, voilà. C'est assez... voilà. Mais bon, c'est pas comme ça. Sinon, ce petit article dans le Figaro qui dit ce que tout le monde pense, mais c'est un petit article, hein, que l'Europe reste dépendante de la protection américaine, qu'on le veuille ou non, la force nucléaire française n'est pas suffisante, l'armée française n'a pas sa place dans le rang des armées mondiales, elle a 3 jours de munitions devant elle, donc ça va pas très loin. Et on voit bien avec la guerre en Ukraine que sans les milliards des Américains, l'Ukraine n'aurait pas pu se défendre malgré l'aide des Européens. Alors on file hein, du César, du canon, du machin, de la munition, mais ça ne suffit pas puisque derrière, après, on n'en a plus. Donc il y a un vrai problème. Donc la dépendance atlantiste, elle est
pire, elle n'a fait qu'empirer. L'Allemagne va se réarmer, mais ça ne suffit pas. Et puis la crise du gaz, évidemment, la crise de l'énergie a fait que le couple franco-allemand se détend, hein, ça commence à se distendre, pardon, plutôt que de se détendre, et on voit que chacun sa route, chacun son chemin. On se retrouvera tous dans Verdun. Donc voilà, donc attention, voilà, qu'est-ce que va faire l'Europe, à quoi sert l'Europe? À commander des vaccins. Il y a, à faire des lois de censure, il y a pour la protection, bien sûr, des citoyens européens. Ursula, c'est Ursula von der Leyen. Hmm. Bon, donc voilà, donc c'est pas gagné pour la défense européenne, qui est un serpent de mer depuis des années, hein, la PESC, la politique européenne de sécurité et de défense, PESD, elle a eu plein de noms, mais bon, c'est voilà, petit article dans le Figaro qui explique que non. Et puis les fraudeurs au fonds de solidarité Covid devant la justice. L'administration fiscale a déjà récupéré près de 67 millions d'euros indûment versés pendant la crise. 67 millions d'euros, c'était des petits malins qui faisaient plein de demandes. Il y a un mec comme ça qui a récupéré 21 000 euros, qui s'est acheté une bagnole, qui est devenu chauffeur Uber grâce aux aides Covid, mais qui doit rembourser du coup en disant « Ouais, c'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai demandé un peu trop d'aide, je devais pas ». Mais on apprend quand même que les prévenus comparaissent à leur échelle, bien sûr, devant le tribunal correctionnel de Marseille, ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan de la fraude aux indemnités Covid. Depuis la fameuse mise en application du quoi qu'il en coûte, c'était au printemps 2020, l'État a fait ses comptes. 36 milliards d'euros ont été versés en 2020-2021 pour le fonds de solidarité. Voilà. Et ils n'ont récupéré que 67 millions sur les 36 milliards. Vous imaginez qu'il y a plein de petits malins qui ont récupéré. D'ailleurs, il y a la grève des, pas des cabinets de conseil, des laboratoires d'analyse qui sont en grève parce que l'État leur demande de rembourser un peu, 250 millions, parce qu'ils ont quand même touché cher avec les cotons-tiges de nez. Ils se sont dit non mais c'était quand même 7 milliards. Et ils ont récupéré 7 milliards avec l'affaire Covid, hein, sur les tests PCR. Et là, l'État leur demande de rendre un peu 250 millions, mais en baissant hein, le prix de l'acte, de tous les actes, pas seulement les PCR. Et là, ils sont pas trop d'accord. Ils sont d'accord pour rendre l'argent, mais pas de cette façon-là. Hein. Ils voudraient faire autrement. Donc voilà, les petits malins qui ont chopé 21 000 balles pour acheter une bagnole pour faire chauffeur Uber. On est loin, loin, loin des gros labos qui ont bien profité du coton-tige de nez. Voilà. Merveilleux quand même. Et puis, oh, mais c'est une ancienne ministre de la Macronie qui a été recasée à la commission indépendante de l'énergie, qui s'appelle Madame Vargon, bien sûr. Électricité, l'ultimatum lancé aux entreprises pour signer leur contrat. Alors il faut que les entreprises signent leur contrat avec EDF le plus vite possible pour qu'EDF sache un peu qui va profiter des prix du nucléaire. Et puis il faut revoir l'Arenh, ce dispositif qui fait qu'on paye l'électricité plus cher qu'on ne la produit, en fait, grâce au formidable marché européen de l'énergie. Et donc, cette dame hein, qui est payée environ 15 000 euros par mois pour dire aux gens « signez vos contrats, s'il vous plaît », explique ensuite que c'est l'Union européenne qui doit se démerder pour faire une loi. Voilà. Mais qu'il ne faut pas critiquer le marché de l'énergie, parce que c'est quand même un truc qui a permis, avant, de faire un prix de l'énergie honnête. Ça a surtout permis de flinguer le secteur de l'énergie publique hein, et la souveraineté énergétique française. Mais ça, c'est un autre problème. Il y a un député ou un sénateur PCF d'ailleurs qui a fait un très bon rapport sur l'Arenh expliquant que c'était une arnaque qui devait prendre fin le plus vite possible. Voilà. Donc c'est un bon boulot. C'est pas moi, c'est eux. Libé qui, quand il ne fait pas des portraits sur les infâmes complotistes, idiot utile, anguille, bref, enfin, vous savez, mon portrait dans Libé, j'y ai répondu d'ailleurs sur une vidéo, c'était très gentil de faire mon portrait. Je remercie les journalistes qui ont fait mon portrait, c'était un super boulot. Là, ils font aussi un super boulot sur la chasse aux passeurs, les migrants condamnés à tort, parce que figurez-vous qu'il y a les passeurs, il y a les mafias de passeurs qui font bien sûr beaucoup d'argent avec cet odieux business de l'humain, mais souvent vous avez des migrants qui se retrouvent à bord de ces embarcations de fortune, qui en prennent la barre, qui utilisent le moteur ou qui appellent les secours, et ceux-là sont ensuite jugés comme étant eux-mêmes des passeurs ou faisant partie du système, alors que ce sont des victimes. C'est ce qu'expliquent Julie Bourdin et Lorenzo D'Agostino dans un article. Au Royaume-Uni, en Italie, en Grèce, des demandeurs d'asile sont régulièrement accusés d'être membres des réseaux criminels dont ils sont victimes pour avoir piloté le bateau, tenu un GPS ou appelé les autorités à l'aide.
Ils sont emprisonnés après des procès entachés d'irrégularités et puis renvoyés alors qu'ils essayaient de faire comme leurs camarades de passer l'eau. Et passer l'eau, c'est quelque chose de dangereux et de difficile et de meurtrier. 200 personnes sont mortes ou ont été portées disparues en mer ou sur terre en tentant de rejoindre l'Angleterre au départ du nord de la France depuis 2014. Ça, c'est selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et 3231 personnes, 231 personnes, pardon, l'ont été en Méditerranée pour la seule année 2021. Plus de 3000 personnes noyées dans la Méditerranée parce qu'ils voulaient venir ici et on essaie de mettre en place des politiques répressives. Alors il y a cet article du Monde dont je parlais hier qui est terrible où une opératrice explique que bah, il a les pieds dans l'eau mais il avait qu'à pas partir. Hein. C'est pas moi, il doit appeler les Anglais. Moi, c'est pas moi qui vais le sauver. On n'a pas vraiment, de solution. Malheureusement, ça va très loin. Et puis il y a la question de l'exploitation du continent africain. Il y a la question on peut dire Vincent Bolloré ici, oui. Non, voilà, par exemple, mais aussi de la France-Afrique, hein, d'avoir installé des régimes de potentats finalement où la jeunesse essaye de se barrer en venant ici. Puis après, il y a toute la stratégie qui vise à dire qu'on a besoin de main-d'œuvre, hein, puisqu'on n'a plus démographiquement de quoi faire travailler les gens. Puis il y a plein de boulots que nous ne voulons plus faire. Et comme on ne veut pas augmenter les prix, forcément, on va chercher une main-d'œuvre encore moins chère. C'est ce que fait l'Italie d'ailleurs. Elle se défend de ne pas accueillir les migrants, et c'est vrai, elle le fait. L'Allemagne également, qui a une politique d'accueil. La Grande-Bretagne aussi. Et peut-être bientôt la France avec Emmanuel Macron. Voilà. Mais sur la question migratoire, il n'y a pas de débat de fond, ni au niveau européen, ni au niveau national. On reste sur un truc où c'est de la posture morale, on va dire, ou bien de la posture sécuritaire. Voilà, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Merci de l'avoir suivi. Nous étions le mardi 15 novembre 2022. Je ne sais pas ce que c'est dans le calendrier républicain, puisqu'on parle des friges, mais alors, calendrier républicain. Il y en a qui sont peut-être calés en calendrier républicain. 15 novembre, j'imagine ça a un nom, genre ça doit être le jour de la tulipe ou je sais pas quoi. Convertisseur révolutionnaire. Alors, le 15-11, je convertis. C'est le 24 Brumaire. Voilà. Le 24 Brumaire. Et non pas le 15 novembre. Ça vous fait une. Voilà. Jour des friges. Jour des friges. Des jours du brocoli. Bah, peut-être. Je sais pas. C'est pas bientôt primaire. Non, c'est encore Brumaire là. C'est encore Brumaire, les gars. Déconnez pas, c'est Brumaire. Dans le calendrier Maya, je sais pas où on en est. On a lâché le calendrier Maya. C'est un truc qu'on a complètement lâché. C'était 2020. Hein, non, 2012. C'était 2012, la fin du monde Maya. Bon, après, c'est des trucs en pierre. C'est pas peut-être qu'ils se sont plantés de quelques années, hein, mais bon. Voilà. Le raid chez qui? Je sais pas. Oui, on peut faire un raid, hein, de toute façon. Puisque c'est fini. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de revue de presse demain, reprise jeudi, les amis, pour continuer de lire cette presse oligarchique, tout en essayant d'en rire, hein, puisque ça reste quand même important. Faut pas déconner, faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Alors, faire un raid. Gérer les sondages. Non, lancer un raid. Chez Samuel Etienne. Pourquoi pas? Ouais, ils sont que 2000, hein. Nous, on était presque 2000 ce matin. Il y a moins de monde en ce moment sur Twitch, je trouve. Allez, je vous envoie chez Samuel. Soyez gentil. Je sais que vous êtes gentil. Vous avez le cœur sur la main. Peut-être qu'il va parler d'Hanouna aussi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va parler de BFM et son émission 2050. Peut-être. Je ne sais pas. Soyez sympa. Vous représentez la communauté des modernos. Soyez fiers. Soyez féroces. Ça ne veut pas dire être méchant, hein, ni être violent. Ça veut dire être investi. Voilà. Allez, bise. Bonne journée. Prenez soin de vous et de ceux qui vous aimez. Et puis, merci d'être fidèle à la revue de presse du Monde Moderne. À jeudi. Ciao. Ah bah non, parce qu'attends, il faut que je lance le raid. Alors, attends. Et ben, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Hop là. Ciao.
crois que c'est parti. J'ai pas l'impression que c'est parti. C'est parti ou pas? Quelqu'un peut me dire si c'est parti? Non, c'est pas parti, hein. Non, voilà, c'est pas parti du tout. Putain. Je recommence. Voilà. Et hop. Pourquoi ça marche pas? Vous êtes prêts pour le raid? 57, 66, 69, 70. Ah si, Samuel Etienne nous dédicace, donc c'est bon. Merci. Merci. Bah voilà, c'est bon, le raid est fait. Allez, bonne journée. Ciao à tous. Déjà le sondage. Ah bah très bien, oui. On avait le sondage, c'était parfait. On rame. Bah ouais, désolé, c'est Twitch. Allez, ciao.